Et pourtant, à court terme, cela suscite quand même inquiétude et interrogation, notamment parce que le niveau d'endettement global de la Chine est très élevé. Ça Voilà, représente absolument. 250% du PIB, je crois. Et Oui, mais certains parlent même qu'elle va non. arriver à 500. Non, 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 vous ne ça pensez n'arrive pas. pas. Personne n'a jamais fait ça. Ah, Il y aurait une crise gigantesque avant. Mais, c'est plein hein, maintenant. Ils ont stoppé. Ils n'ont pas encore réduit. Il n'y a pas de réduction parce que c'est une multiplicité de dettes. Vous avez les grandes entreprises, vous avez les entreprises privées, donc les grandes entreprises publiques, vous avez les États, gouvernements locaux, les provinces et les villes, etc. Donc, et c'est tout ça qui fabrique ces 260%. Hein. Donc c'est très hétérogène. Mais le point, là où les choses les plus qu'il faut vraiment traiter, c'est deux choses. Les fameux SOA, c'est-à-dire les entreprises les publiques, entreprises publiques, voilà. qui sont très endettées dans le secteur dont on sait ce qu'il est, c'est le secteur des industries lourdes essentiellement, et les collectivités locales dans les régions les plus pauvres. Alors, pour modifier les choses structurellement, là, il y a des choses qui semblent difficiles, mais qu'il va falloir faire. Il faut que, voyez, la Chine, si elle veut faire ce qu'elle dit, en 2035, il y aura une modernisation socialiste, hein, appelée comme ça. C'est-à-dire une économie qui est une économie de marché, mais sociale, dans laquelle la protection sociale sera forte et sera pour tout le monde. Eh bien, pour le faire, sur l'épargne, alors, justement. pour le Allez-y, faire, je laisse finir, pour le ouais. faire, il faut centraliser la sécurité sociale. Il faut faire ce qu'on a fait en Europe et que les Américains n'ont pas fait. Car sinon, les régions pauvres seront toujours défavorisées par rapport aux autres parce qu'elles ne dégagent pas assez de ressources. Il faut donc qu'il y ait ce qu'on appelle une péréquation des ressources fiscales et une prise en charge de la sécurité, de la base de la sécurité, hein, je veux dire pour la personne, hein, sur la santé et sur le chômage, qui soit prise par l'État central. Donc, et ça, c'est une réforme fiscale qui semble avoir des difficultés. Je pense qu'il y a des tensions très fortes qui existent entre les provinces. Voyez. Mais c'est la même chose qu'on a en Europe, d'une certaine manière. Les États riches ne veulent pas payer pour les États pauvres. En Italie, c'est la même chose, le nord et le sud. Mais en Chine, vous avez des provinces qui sont pauvres et d'autres qui sont riches. Hein, la région de Shanghai va-t-elle pouvoir payer pour le Yunnan, quoi? C'est des choses comme ça, hein? Et ça suppose en effet une politique fiscale globalisée. Et ça, il n'a pas encore fait. Quel est l'impôt aussi qui est important là-dessus et qui n'existe pas en Chine, mais qui existe partout dans les pays importants, les pays développés? C'est une taxe sur les propriétés immobilières. Je crois que le gouvernement chinois y réfléchit. Il y réfléchit, bien sûr. Oui. C'est indispensable. Indispensable. C'est indispensable. Parce que sinon, vous n'arrêterez pas la spéculation, etc. Immobilière. Et aussi, l'immobilier est l'actif qui a créé le plus d'inégalités de patrimoine, d'inégalités de richesse entre les catégories sociales. Donc, une taxe foncière et immobilière est évidemment un impôt essentiel pour un pays qui atteint un niveau élevé et qui veut être un pays qui soit, comme on dit, inclusif, c'est-à-dire dans lequel toute la population a des droits égaux. Alors maintenant, je voudrais revenir encore une fois sur la baisse de la monnaie chinoise, hein, qui est récente. Vous disiez tout à l'heure que cette baisse-là, elle est conjoncturelle. Là-dessus, je partage votre point de vue dans la mesure où, quand on regarde le panier de devises de la Banque centrale chinoise, on constate que, du moins, on le sait, même si la Banque centrale chinoise ne le dit pas, parce que c'est secret d'État, voilà, le dollar occupe une proportion énorme. Et c'est la raison pour laquelle, dans la mesure où le dollar s'apprécie, ça entraîne automatiquement une baisse du yuan. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais d'un autre côté, je me demande si cette baisse n'est pas aussi un mouvement, on va dire, de fond, du moins à court et moyen terme. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué un certain nombre d'éléments plus ou moins négatifs pour
les fondamentaux de D'accord. l'économie chinoise. D'abord, le taux de retour sur investissement sur les actifs chinois est un chiffre au lieu de 10% avant 2008. Bien sûr. Deuxième élément, l'excédent commercial chinois était de, je cite, 156,5 milliards de yuan, Parce que soit je dis. une baisse de 43,1%. Ça, c'est quand même inquiétant. Troisième élément, pour la première fois, le compte courant accuse un déficit. Et pour terminer, les réserves de change a reculé à 3 on va milliards. dire 300, voilà, 311 milliards de dollars, soit 29,3 milliards de Non, moins c'est pas- qu'en 2017. C'est des trillions de dollars, c'est énorme. C'est pas C'est des ça. milliards, 3000 milliards. Excusez-moi, 3 000 milliards de ouais. dollars, soit 29,3 milliards de moins qu'en 2017. Et Bon, c'est pas, vous voyez, quand je les mets bout à 3000 bout- milliards, 29 de moins, c'est pas grand-chose, non? mais mis bout à bout, on a quand même des raisons de s'inquiéter, non? On aurait eu plus de raisons de s'inquiéter en 2015. Vous voyez? Et on avait fait il y a des gens qui ont fait une erreur en disant la Chine cherche à créer une dévaluation compétitive. Ça a été dit comme ça à l'époque. Je ne le pense pas. Et c'était faux en plus. On a C'était vu faux. après que c'était faux. Ouais, c'était faux, Le change ouais. a remonté, etc. Ouais. Non, il y a eu un choc lié au fait que les gens n'ont pas interprété l'ouverture correctement, mais aussi parce que, comme je vous l'ai dit, la régulation des marchés n'était pas très bonne, etc. Bon, tout ça s'améliore progressivement. Le shadow banking est en train d'être, disons, mis sous contrôle. Sous contrôle, quoi, hein. oui. Ça, c'est quand même très important. Et donc, mais l'objectif de fond, on voit bien pour la Chine, c'est, pour ce qui est de change flexible. Flexible. Ça, ouais. c'est sûr. Une grande puissance dans le cadre qui est aujourd'hui de l'économie mondiale, où il n'y a pas de règles de change internationales, où il n'y a pas d'instance supérieure qui régule l'ensemble. Vous prenez pour une instance supérieure? Moi, je pense que ça... Enfin, on a peut-être un autre sujet qu'il faudrait faire une autre fois. Bien sûr. Mais c'est qu'on entre dans un univers de biens communs, disons, de problèmes climatiques, de problèmes communs très importants. On ne peut pas... La monnaie y joue un rôle essentiel. Notamment les pays les plus pauvres sont ceux qui vont avoir le plus besoin d'argent pour mener la lutte contre le changement climatique. Il y a un fonds vert pour le climat qui n'est pas abondé, enfin, dans lequel il n'y a pas de ressources. On en avait parlé il y a quelques... Je ne pense pas que les pays mettront... Ils ont des problèmes budgétaires, ils ne vont pas mettre de l'argent. Voilà. Il faut qu'il y ait une création de DTS, droits de tirage spéciaux, pour financer ce fonds vert. Et donc, ça serait un acte, si vous voulez, de relation étroite entre... le développement d'une monnaie vraiment universelle, enfin disons d'un actif vraiment universel, et puis de régler un problème qui est universel aussi, c'est-à-dire le climat. Oui, mais est-ce que les Américains sont prêts pour ce DTS? Les Américains votre avis? Mais les Américains ne sont pas prêts, bien sûr. Ben justement. Hein. Oui, mais la question, c'est l'affaiblissement des États-Unis en termes de tendance. C'est ce que je pense. Il n'est pas possible, dans la prochaine décennie, qu'un pays qui a un poids dans l'économie mondiale qui baisse, en termes de PIB, en termes de commerce, etc., eh bien, il ne peut pas mener une devise dominante parce que la devise dominante, ça a un coût. Et quand vous êtes effectivement hégémonique, vous pouvez payer ce coût. Et les États-Unis pourront le payer de moins en moins par rapport à la montée de la Chine. Donc, vous pensez que la prochaine devise dominante sera le renminbi? Je pense que non. Je pense qu'il n'y aura plus de devise dominante. C'est ça, et c'est ce que disait le gouverneur Chu en 2009. Il faut passer à un système multilatéral dans lequel les devises seront en rapport, mais elles sont en rapport conflictuel qui peut être dangereux s'il n'y a pas ce qu'on appelle un actif ultime de réserve. Et ce serait quoi alors? Ce serait le DTS. Un actif ultime de réserve universel. Et le Fonds monétaire international reprendrait le rôle qu'il devait avoir à Bretton Woods, c'est-à-dire celui d'être la banque centrale des banques centrales. Mais dans ce cas-là, Donc il y aurait des devises, il y aurait des zones monétaires en fait.
Par On a exemple, déjà, il y a une zone euro, zone il y a une euro. zone dollar, Oui, il y aura une zone renminbi en Asie, probablement. beaucoup n'y croient pas. Oui, mais ils n'y croient pas, Pourquoi? mais en Parce fonction de quoi? qu'il y a tellement de conflits d'intérêts, il y a tellement de niveaux de développement divergents que en Asie, ce serait très très difficile. Pas toute l'Asie, nécessairement. Mais l'ensemble des pays que la Chine englobe dans le processus One Belt, One Road est important. C'est-à-dire que ce qui est en cause, si on regarde les choses maintenant sur le plus long terme, c'est deux conceptions différentes de la globalisation. C'est ça pour ça que la Chine n'est pas faite pour remplacer le dollar dans la même conception qu'ont les Américains de la globalisation. Les Américains ont eu une conception de la globalisation qui s'est développée à partir des années 80 et qui est la financiarisation de l'économie. C'est-à-dire faire des marchés financiers en pensant que les marchés financiers étaient efficaces, faire des marchés financiers, si vous voulez, ceux qui coordonnent les relations économiques internationales. La Chine n'a pas du tout cette conception de la globalisation. C'est une globalisation par les infrastructures, par les réseaux, qui est constituée d'investissements de long terme. C'est pour ça qu'il y a les différentes banques de développement qui ont été mises en place par les Chinois. Banque internationale de développement, la IIB, par exemple. Et les banques des routes de la soie. Vous avez des banques internationales de développement dans lesquelles la Chine a le capital dominant, mais qui incorpore une quarantaine de pays quand même. Et donc, ce type de globalisation est une globalisation qui ne fonctionne pas de la même manière que celle qui est gérée par les banques d'affaires américaines, quoi. Et donc, elle a nécessairement une vision de long terme. Les banques publiques y jouent un rôle important, plus que les banques d'affaires privées. Et d'autre part, à partir du moment où elle implique une conception sur des décennies, elle doit avoir une régulation où les États jouent un rôle important. D'où l'idée qu'il faut un système multilatéral de tous les pays qui veulent contribuer à ce type de globalisation. Plusieurs monnaies à ce moment-là seront en rapport pour les paiements qui seront nécessaires pour développer ces investissements, mais ceci restera dans un cadre qui n'implique pas une seule devise clé émise par un pays. Or, il en faut une. Mais ça va changer complètement le système monétaire mondial. C'est ça que je pense. Mon travail, il est là-dessus. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous êtes en train de plancher sur ce sujet pour le gouvernement actuel? Non, ce que j'ai fait, vous voyez, très tôt, j'ai voyé apparaître ce problème. Et j'ai écrit il y a déjà longtemps. Dans quel article? C'était en avance. C'était un livre qui s'appelait La fin des devises clés. La fin des devises clés. Et c'est exactement ce que je pense maintenant qui va se produire. La fin des devises clés, ça veut dire que... Or, c'est vrai que pour qui comprend ce qu'est la monnaie, c'est l'institution publique fondamentale qui relie tous les échanges économiques. On ne peut rien faire sans monnaie. Et donc, au niveau international, il faut qu'il y ait un actif ultime, comme on dit. Celui vers lequel on se tourne quand on est en crise. Il doit devenir universel. Mais dans ce cas-là, il devrait y avoir une banque centrale mondiale. Pas pour... Vous voyez que si vous faites un système multipolaire, par avec exemple, des zones, c'est-à-dire... La zone euro, la zone yuan, pensez à ce qui s'est passé en zone euro pendant ces grands troubles en Europe, la crise de l'euro. La crise de l'euro. C'est-à-dire la crise grecque. Je me souviens, oui. Eh bien, elle n'a pas affecté fondamentalement les États-Unis, l'Amérique latine, etc. Elle a été gérée à l'intérieur de l'Europe. C'est ça l'intérêt d'avoir un système multilatéral. Vous avez des zones monétaires à l'intérieur de l'Europe qui absorbent une grande partie des chocs qui s'y produisent, sans que ça a des effets globaux. Je suis d'accord avec vous. Sur le plan théorique. Mais dans la réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on assiste à une mondialisation de tout. Voilà. Alors,
dans la mesure où on accélère la mondialisation de beaucoup de choses, eh ben, un jour ou l'autre, peut-être que ce qui se passera dans la zone euro, sur le plan monétaire, ça va avoir des répercussions directes sur la zone yuan, la zone dollar. Hein. Comment circonscrire ces crises-là dans un Non, mais contexte ça en enlève beaucoup. Ça enlève beaucoup de chocs si vous avez une monnaie, disons, une banque centrale dominante d'une zone intégrée. La BCE, par exemple, pour la zone euro. Comme a fait la BCE, oui, c'est ouais. ça. La Fed pour les États, enfin, pour la zone dollar, on va dire. Oui, absolument. Hein, et la Banque centrale chinoise pour la zone yuan. Oui, bien sûr. Vous croyez à l'établissement d'une zone yuan? Je pense que si véritablement la Chine réussit, disons, son projet de développement, la rapidité qu'il y a de l'innovation en Chine, ce développement énorme des startups, et si la Chine atteint ce qu'on appelle la frontière technologique dans son plan 2025, elle a en effet une force d'attraction qui devrait être prise en compte même par le Japon et la Corée. Ben justement, pour revenir au Japon, là, qui est aussi on va dire, le yan, c'est une monnaie refuge. Au même titre que le franc suisse. Ça veut dire que l'économie japonaise, c'est une économie très importante. Mais donc le franc suisse est refuge sans gêner la BCE. Oui. Alors, imaginons qu'un jour, on arrive à la création de la zone yuan, avec la monnaie chinoise comme monnaie dominante. Mais ce n'est pas comme la zone euro. On n'est pas obligé de faire une zone monétaire avec un échange fixe. Ah. Il suffit il peut y avoir une flexibilité. Il y a des zones monétaires de différentes natures. Ça veut dire qu'il y a une monnaie qui joue un rôle déterminant, mais il y a une certaine coopération entre pour gérer les fluctuations conjoncturelles dans la région, mais il reste des échanges flexibles quand même à l'intérieur de la zone. Mais la devise qui est considérée comme la devise de réserve pour les autres pays de la zone, c'est celle-là. Vous voyez, la zone euro, c'est extrême, puisqu'on a fabriqué une seule monnaie, avec un change complètement fixe, puisqu'on a fait disparaître les autres. Je n'ai pas dit que la zone yuan ferait disparaître le yen. Et donc la zone yuan fonctionnera sur un modèle très différent de celui de la zone euro. Absolument. Absolument, oui.